Donc on donne la parole à Pierre et à Édouard. On se met à deux, mais en fait, c'est pas le plus enchantant hein, comme sujet, mais c'est la première mission qu'on a donnée aux filières. Il faut absolument la remplir. C'est d'être exhaustif sur les banques nationales de maladies rares, comme toutes les autres. Oui, tu peux commencer. Alors, il y a pas mal de diapositives, mais notamment des chiffres comme ça. Moi, j'ai réussi. Enfin, nous avons réussi en ayant les données des centres, les files actives qui avaient été proposées à la labellisation pour les CRMR, et j'ai retrouvé celles des centres de compétences. En gros, sur l'ensemble de la filière, ça ferait 14 000 patients potentiels à remplir. 14 000 fiches à renseigner sur la Banque nationale de maladies rares. Aujourd'hui, avec les chiffres qu'on a pu obtenir globaux, fin 2019, il n'y a que 12%, pas 12%, mais oui, 33%, un tiers des patients qui sont recensés. Et quand je détaille entre les centres de référence et les centres de compétences, les centres de référence ont rempli à 47% les données, et les centres de compétences ne sont qu'à 12%. Donc il y a un fossé, et autre ordre d'idée, sur les 14 000 estimés, 10 000 relèvent des centres de référence, 4 000 de centres de compétences. Il y a 47 centres de compétences, 4 000, 47, et en centre de référence, on a 19, je ne dis pas de bêtises. On aurait pu écrire tout ça, mais juste, on a un énorme retard. Prenez Fillefoy en repère, ils ont 10 000 patients, 9 centres de référence, la moitié moins en centre de compétences, et ils ont atteint 86% de remplissage. Donc on a du retard. On a du retard qui s'explique, hein, d'abord parce que Bamara s'est étendu progressivement et n'a pas fini de s'étendre. Il y a des chiffres qui sont bons, mais qui sont en partie liés à la récupération dans la Banque nationale maladies rares des chiffres qui étaient des patients, des fiches qui étaient dans CEMARA. Donc il n'y a pas eu d'effort, ça s'est fait, enfin ici l'effort s'est fait sur CEMARA, mais le remplissage de la BNDMR s'est fait automatiquement. Donc nous, on avait travaillé avec ce groupe en réfléchissant déjà à travailler pour aider à la mise en place des choses. Il y a eu des actions de formation qui ont été menées en 2018 notamment, qui se sont poursuivies en 2019. En 2019, on avait réfléchi notamment dans le deuxième semestre, à essayer d'optimiser ça en proposant qu'une chargée de mission, enfin une tech chargée de mission de la filière aide les centres de compétences en fournissant le minimum de datasets, c'est nom, prénom, date de naissance et diagnostic de la maladie. Sur le travail qui a été fait pour une adresse email a été créée spécifiquement, il y a eu 4 réponses. Si je me rappelle. 7, pardon. Donc, très peu. Et finalement, nous avons considéré que ce n'était pas une solution efficace. Et on décide de se tourner sur un schéma qui est proche de celui qu'a réalisé Fillefoy, qui en 18 mois a atteint ses résultats, c'est-à-dire de financer des tech ARC sur Paris, il y a une sur Paris, et en région, avec l'idée qu'elles vont se déplacer, même si elles ont un point fixe stratégique, qu'elles vont se déplacer dans chaque centre de compétences pour incrémenter la BNDMR via Bamara ou via le dossier patient informatisé si ces centres en sont équipés. Donc ça va se faire incessamment sous peu. Pascal, les fonds sont débloqués, dégagés, au mois d'avril. Je sais pas si on a peut-être un projet de collaboration. Ah oui, si. On a peut-être un projet de collaboration avec le réseau Fillefoy. Pourquoi? Parce que les personnes ont l'habitude de fonctionner, d'aller se rendre dans les hôpitaux. Et il y a des détails qui sont importants, c'est qu'elles ont accès, elles ont déjà eu accès au dossier patient informatisé dans chaque hôpital, ils connaissent la procédure. Donc il n'y a pas, c'est du travail qu'il y a au moins à faire. Elles ne connaissent pas les équipes de métabolique, mais elles ont d'autres contacts avec les équipes cliniques. Et elles le font très régulièrement. Le seul problème, et j'ai pu en discuter hier ou avant-hier, je ne sais plus, avec l'une d'entre elles qui est basée à Toulouse, qui m'a expliqué que ça marchait, à condition que quand elles arrivent avec une équipe,
l'équipe ait fait l'effort sur un tableau Excel de mettre le nom, prénom, date de naissance du patient, voire éventuellement le diagnostic, mais ça, c'est pas indispensable, uniquement pour qu'elles ne perdent pas de temps, parce qu'il faut qu'elles aient l'accès au dossier patient informatisé, elles aient l'accès à Bambara, ça, elles le font en amont, elles connaissent le truc, mais quand elles arrivent, elles peuvent commencer à travailler, elles vont regarder leur dossier, elles remplissent les fiches, et ça débite, et on a un résultat à la fin. Voilà, donc ça, c'est la stratégie qu'on propose de mettre en œuvre, et qui est faisable. On est en train de caler les choses avec fil foi, ça nous fera gagner du temps, et on profitera de quelque chose qui marche, éventuellement on pourra l'utiliser à d'autres choses ultérieurement. Ça, c'est donc le donné maladie rare. On pourrait parler, faire dérouler plein de choses. Voilà, tu voulais dire, Georges? Peut-être juste préciser par rapport à une question qui avait été posée, savoir si c'était des gens qui seraient dédiés au centre de compétences ou au centre constitutif, au coordinateur. Dans l'immédiat, vu qu'on va plus ou moins exiger des centres de compétences qui remplissent cette base de données alors qu'ils n'ont absolument aucun moyen, ça me semblait plutôt prioritaire sur les centres de compétences qui n'ont rien, en sachant que, comme pour les centres constitutifs et coordinateurs, leur financement, comme on vous l'a expliqué ce matin, ça va dépendre du remplissage des pyramides et donc de cette base de données. C'est d'abord là que ça doit être attribué, les fonds de la filière. Éventuellement, dans un deuxième temps, si elles ont fini de remplir tout ce qui a été centre de compétences, comme disait Pierre, on espère pouvoir les garder sur plusieurs années. Peut-être que là, elles pourront venir en renfort dans les centres coordinateurs et constitutifs. Mais normalement, si vous êtes labellisé, vous avez des fonds, donc vous devez dédier une partie de ces fonds au remplissage. D'abord les centres de compétences et après les constitutifs coordinateurs. Merci, exactement. Alors, des points importants, c'est qu'on a besoin de piloter ça. Pour piloter ça, donc je vous l'ai dit, le premier truc, on vous préviendra, les filles se mettront en rapport avec vous pour préparer leur venue, pour qu'il y ait l'accès, que ceci, que cela, mais ça va être simplifié, mais surtout commencer à réfléchir, si ce n'est déjà fait, à mettre sur des colonnes la liste des patients qu'il va falloir rentrer. Ils ne peuvent pas le deviner, c'est travailler. La deuxième chose, on a besoin de connaître l'état du remplissage. Et nous, on a pu avoir des chiffres très globaux de la Banque nationale maladie rare il y a très peu de temps, ce qui me permet de vous donner quelques petits éléments statistiques. Mais la Banque nationale maladie rare a demandé qu'il y ait une autorisation de chaque centre à ce que les chiffres, pas les noms des patients, les chiffres globaux de remplissage soient communiqués à la filière. Donc peut-être que ASA vous contactera pour récupérer cette autorisation. Il suffit de dire oui, non. Mais ça ne pourra pas être fait sans ça. C'est pas pour fliquer, c'est juste que si on veut savoir si on avance et où est-ce qu'il faut mettre les efforts, on ne pourra pas les gérer si on n'a pas ces retours-là. Et donc, ben voilà, d'où cette chose-là. Et puis je voulais dire autre chose sur la Banque nationale maladie rare. Oui, un point très important, c'est que ça fait partie des missions, aussi bien des centres de référence que des centres de compétences. Ça fait partie du dossier de labellisation, de l'engagement qu'on a pris les uns et les autres dans ce domaine. Et effectivement, les centres de référence qui, eux, sont financés pour ça et qui, aujourd'hui, sont une partie de leur activité est indexée sur l'activité qui est renseignée, donc le financement. Il n'est pas exclu, Pascal, et ça a déjà été dit à plusieurs reprises, qu'un jour, cette activité, l'exhaustivité, mais surtout l'activité que l'on pourra rentrer au fur et à mesure derrière, constitue un intéressement ou une part variable de financement pour centre de compétences. Ça sera basé sur ce genre de choses. Donc c'est une motivation supplémentaire, je pense, pour construire l'exhaustivité. Et l'idée quand même, c'est qu'une fois qu'on aura mis toutes les bases à jour, parce que c'est ça le plus gros travail, profitez-en pour regarder comment ça se passe. Je vous garantis pour le faire moi-même sur certaines activités des centres de compétences. Quand on a compris comment ça marche, autant c'est dur de récupérer la base et tout ça, de mettre à jour, autant quand on a un nouveau patient, c'est en 3 clics règle, et quand on a des activités, le soir, dans son bureau, qu'on a vu en consultation, ou quand on a des patients qui sont rentrés, ça se fait en 2 temps 3 mouvements. C'est vraiment un geste simple. Donc il faut qu'on vous mette à jour, et après que vous renseignez vos activités. Ce qu'on nous demande, c'est d'être à jour. Renseigner les activités, c'est ce qui conditionnera les financements que vous recevrez éventuellement. Deuxième. Donc après les actions, ça c'est ce qui
ça. Ce qui avait été fait un petit peu l'année dernière, donc ça a été effectivement un petit peu compliqué d'avancer parce qu'à la base c'était pas complètement opérationnel, donc le temps de mettre en place toutes les choses, c'est pas encore déployé dans tous les centres, il y en a qui sont connectés ou pas avec leur dossier patient informatisé, ça peut compliquer plus ou moins, donc de rapprocher avec les arcs fil-foi, parce qu'en fait c'est des personnes qui sont déjà formées opérationnelles, qui connaissent déjà les dossiers patients informatisés, les techniques, donc ça sera quand même beaucoup de temps gagné par rapport au temps qui a été un petit peu perdu. Il y a un séminaire sur la BNDMR au 1er avril. On va falloir qu'on décide qui est-ce qui va pour voir un petit peu comment ça se passe. On va tirer ça la crotte de paille. Tous ceux de la salle peuvent y aller. Vraiment, ils font Tout le monde est évidemment les bienvenus. 3 inscrits. C'est qui? Maintenant, la BJOS, ils chiffrent. Ils vont par filière le nombre. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'inscrive. Ça, c'est l'appel de la coordinatrice de la filière. Mettez vos noms. Et après, ce qui recoupe un petit peu quelque chose qui a été déjà discuté tout à l'heure par rapport au RCP et à la génomique, c'est le registre des impasses diagnostiques. Alors, c'est une action qui est transfilière. Il y a plusieurs propositions qui ont été faites. Il y a la filière Finemus qui a été un petit peu pilote sur un travail d'exhaustivité de remplissage. Quelque chose qui avait été proposé par la filière G2M et qui a fait mouche puisque l'idée a plutôt plu, c'était d'identifier au sein de la BNDMR, d'avoir une petite case spécifique pour pouvoir notifier les patients qui sont considérés comme encore un impasse diagnostique et rentrer un certain nombre de mots-clés. Donc la nomenclature HPO, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose qui est assez simple. Il y a des moteurs de recherche en ligne, vous commencez à taper des mots, n'importe quel symptôme, et puis ça vous met une codification qui soit assez précise. Donc l'idée, ça serait de pouvoir implémenter ça dans vos saisies de la BNDMR pour les patients qui sont spécifiquement en impasse, donc un nombre réduit de patients, qui permettrait après, avec chaque centre de référence qui coordonne sur un certain nombre de symptômes qui peuvent rappeler sa maladie, de faire des appels comme ça d'une filière, d'un centre à un autre, en disant moi j'ai un patient qui a un impasse, il a ça, et regardez si ça aligne des indicateurs dans d'autres centres coordonnateurs. Donc ça c'est l'autre action qui va essayer d'être mise en place pour l'année à venir. Donc là c'est quand même du travail. Ça va effectivement être du travail, ouais. Parce qu'il va falloir que chaque centre se mette d'accord sur les caractéristiques des pathologies dont il est responsable et des symptômes plus ou moins vagues, hein, c'est de tout n'importe quoi. Voilà. C'est avant ou après l'exode en fait? Avant. C'est comment, c'est ça? Alors, il y a eu une réunion qui a été organisée cette année. L'impasse diagnostique, en fait, ça a l'air simple, mais c'est assez compliqué. Si vous demandez à un chirurgien, il va vous dire qu'une fois qu'il a réparé une fente labiopalatine, il n'est plus en impasse diagnostique et que le truc est posé. Si vous demandez à quelqu'un qui fait de la biologie moléculaire, il va vous dire que tant qu'il n'y a pas le gène qui est identifié avec le variant délétère, vous êtes en impasse. Donc ça aussi, l'impasse diagnostique en soi, c'est pas encore bien délimité. En théorie, c'est avant. Ça n'empêche pas que ce soit après aussi quand même. Parce que l'exome, je ne suis pas certain que toutes les réponses sortent automatiquement après qu'ils soient passés sur la machine. Et puis, accessoirement, ça intéresse aussi beaucoup les plateformes d'exome parce que du coup, vous allez permettre un phénotypage avec les mots-clés HPO de vos patients, etc. Et donc derrière, eux, ils pourront, a posteriori, quand ils auront un certain nombre de patients qui sont passés en exome dans les impasses, voir s'ils arrivent à faire de la fouille entre le phénotypage à l'aveugle que vous avez mis de votre patient en impasse et ce qu'ils vont trouver sur le plan génétique. C'est pour ça que ça les intéresse à double titre. Mais la question impasse diagnostique, qu'est-ce que c'est? C'est pas résolu, clairement. Ça vient en seconde ligne après l'exhaustivité, le remplissage de la Banque nationale maladie rare. Non mais c'est important. L'idée est de créer un onglet supplémentaire qui n'existait pas aujourd'hui, qui ne permet pas de bien repérer les patients, de dire voilà, je ne sais pas en gros ce qu'il a, hein, qu'on le code avec HPO. On ne sait pas ce qu'il a et d'identifier ces patients pour essayer de voir si on ne peut pas y avancer par d'autres moyens, hein, ceux qui sont cités ici, y compris le génome. Ça, c'est une impasse. Et puis il y a l'errance diagnostique aussi, qui est une autre réflexion. Et on a pu travailler avec une réunion avec la CNAM aussi, puisque François a parlé ce matin, et puis il a commencé à le citer, mais c'est... On pourrait travailler et reconnaître, ça c'est un projet avec croisant des bases de données, la CNAM et celle de la BNDMR sur les entrepôts, un jour peut-être arriver à repérer ou avancer un peu plus sur les impasses diagnostiques. Ça c'est un des aspects des choses. Il y a des freins aujourd'hui qui sont liés à l'anonymisation, la levée de l'anonymat des fiches patients. Techniquement, si j'ai bien compris, c'est perceptiblement faisable.
juridiquement, on nous a dit que même en déposant le brochet, on pouvait espérer 2-3 ans de travail avant que ça aboutisse. Peut-être. C'est ce que j'ai compris. Voilà. Deuxième chose, j'ai compris aussi que à la CNAM, vous pouviez repérer des groupes de patients qui sont en errance diagnostique. Peut-être pas en impasse, peut-être que dedans il y en a quelques-uns qui sont en impasse, mais qui sont en errance, qui tournent, et vous avez les moyens de les repérer, vous n'avez pas le droit de dire qui c'est. Mais moi ce que j'ai compris, c'est que si on doit travailler sur ces sujets-là, on pourrait avoir peut-être en prospective, si on commençait le travail maintenant, repérer certains volumes de patients qui sont de notre ressort, de notre filière, donc mesurer globalement le niveau d'errance diagnostique qu'on a, et peut-être regarder si toutes les actions qu'on mène au fil du temps, on fait baisser ce niveau d'errance diagnostique, ça serait déjà pas mal pour piloter les trucs. Donc en fait, il y a un appel à projet en 2020, enfin, je pense pas que ce soit début d'année, je ne sais pas quand est-ce qu'il est. Pour l'impasse diagnostique, donc là il y avait 3 pistes qui est la nomenclature HPO, il y a le Nicolas Garcelon avec ce système de captation de mots-clés dans les comptes rendus d'hôpitaux où il a accès, et la filière peut développer d'autres hôpitaux et payer, clairement. Et puis il y a la CNAM, et donc il va falloir penser à cet appel à projet, qu'est-ce qu'on veut y mettre dedans. Il y aura un chargé de mission filière pour de toute façon répondre à HPO, parce que la DGOS l'attend en fait maintenant. L'idée a été reprise. Parce que c'est surtout celui-là qui a le plus fait mouche et qui semble le plus, voilà. Le plus tenable. Mais que mettre dans cet appel à projet? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on met les 3? Enfin voilà. Donc il y a 30 000 euros, en dehors des 50 000 euros formation, il y a eu 30 000 euros dédiés, donc on peut déjà payer un mi-temps. Et ça a été versé là, depuis 3 semaines. Donc un mi-temps, c'est un mi-temps, 30 000 euros. Ouais, d'accord. Donc qui le recrute et le fait travailler. Regarde, assistant. Voilà, mais je vous dis, c'est ça qui va se passer en 2020. Et il faut qu'on utilise l'argent rapidement, avant l'été. On ait engagé quelque chose. Donc il y a un mi-temps à prendre pour cette impasse diagnostique, c'est HPO, typiquement. Oui, clairement, c'est HPO sur lequel il faut mettre les autres. Et moi, je serais plutôt favorable à ce que ce soit vous qui l'engagez, forcément. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Sur le nombre de patients de la filière, c'est... 14 000, j'ai entendu, c'est ça? Oui, c'est une estimation. Tous les centres, c'est y compris l'Essonne, l'Isosome, etc. Tout. Je parle de la filière, là. Oui, toute la filière. Et alors, bon, juste petite vexation personnelle, mais je ne me suis pas vue dans le tableau des dossiers rentrés. Ah, mais j'ai pas découpé, là. Enfin, donc, c'est que la BNDMR. C'est que Bamara. Donc, ça veut dire que tout ce que je rentre dans Orbis, comme Nadia, pour l'instant, n'a pas encore migré. C'est ça. Donc, j'ai du boulot, en fait, pour mettre des prunes. Non, c'était général, c'est le résultat global. C'est pour vous donner une photographie de là où on en est. Et par exemple, pour aller plus loin, il y a certains qui ont rempli ces maras, et ces maras, la partie de ces maras qui sont remplis n'a pas encore migré. Là, donc, ça va faire monter les choses, hein, enfin, je veux dire. C'est long. C'est le cas l'année d'avant, voilà, ça commence, ça gagne, mais on va arriver fin 2020, et je pense qu'en 2021, ils vont réfléchir sur Pyramique, à se baser que sur ça, et pas sur le reste, pas sur le déclaratif. Il y a là, donc, on sous-estime ce qui a vraiment été rentré en vrai. Je sous-estime pas parce que je pars de ce qui a été donné dans la labellisation en 2016, et qu'entre-temps, on a chacun augmenté notre fil actif de patients. Il y a quelques-uns qui sont décédés, certes, mais... Oui, non, mais dans tous ceux qui sont rentrés, n'apparaît pas tout ce qui a vraiment été rentré, mais qui n'a pas encore migré. Oui, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été rentrés, par que pour quelques-uns. On voit très bien, si on regarde... Si. Je ne parle pas de tous les centres de référence. Une question au sujet des connexions avec SolveRD, donc la base de données internationale pour les impasses diagnostiques qui fait bien la différence entre impasse et errance, c'est-à-dire impasse c'est après l'exome. Est-ce que vous transférez des informations sur ces bases de données internationales? Je ne pourrais pas vous répondre parce que je ne suis pas de la BNDMR. Je sais qu'il y a des
réflexion en cours pour avoir discuté, on a eu l'occasion de discuter avec eux, sur créer des entrepôts de données. Et concrètement, ils sont en train de travailler là-dessus et réfléchir comment ils vont les utiliser en interaction. Donc ça, c'est concrètement, c'est ce à quoi ils se sont attachés là, depuis quelques mois. Techniquement, si j'ai bien compris, ils sont opérationnels, ils commencent à faire certains projets. Et puis, pour certains, quand il faut lever à l'anonymat, ça paraît un peu plus délicat en termes de contraintes juridiques, si j'ai bien compris. Enfin, là, il n'y a pas besoin de lever l'anonymat pour les bases internationales. Non, mais s'il y a... Enfin, je veux dire, techniquement, je pense qu'en s'adressant à la BNDMR, il n'y a pas de souci pour... techniquement, ils ont fait des entrepôts de données, ils sont en train de les constituer. D'ailleurs, ils attendent notre retour. Donc, on a envoyé hier ou avant-hier un compte-rendu d'une réunion qu'on a eue avec eux. Ouais. Donc, corrigez-le. Et quelles sont les questions qu'on veut leur poser Ça fait partie de celle-ci, je pense. Et avec des idées. Les réseaux européens sont intéressés à travailler sur les appâts diagnostiques, qui est une collection là-dessus. Donc ça, c'est un truc à rajouter. Ouais. Et corriger ce compte-rendu. Ouais. Très bonne question. Alors, moi juste rapidement, je sais pas si c'est l'endroit, mais je voulais partager notre expérience là à Marseille sur le remplissage de Bamara, qui peut expliquer aussi pourquoi voilà, on n'est pas au top. C'est que nous, on a deux types de profils. Comme vous avez dit, les nouveaux patients où il faut juste voilà, créer la fiche et rentrer une activité, ça va super vite. Par contre, on a les patients qui étaient dans Semara et qui ont été migrés dans Bamara. En fait, que ce soit les diètes, l'infirmière ou les secrétaires, avant dans Semara, ça leur prenait 5 minutes à ajouter une activité. Maintenant, par exemple, les diètes, lorsqu'elles veulent ajouter une consultation pour un patient qui a été suivi depuis plus de 10 ans, enfin voilà, tout petit, il a beaucoup d'archives, donc un dossier très lourd, et ça met plus de 30 minutes réellement à ajouter une activité, et on n'est même pas sûr qu'à la fin ça enregistre parce que ça plante, ça fait une page blanche. Et ça, j'ai échangé plusieurs fois, donc j'ai échangé avec le correspondant Bamara de la PHM, qui m'a renvoyé vers Céline Angin, la développeuse de Bamara, qui a dit qu'elle était étonnée parce qu'on est le seul centre à faire ce retour. C'est la première fois que j'entends parler. On est le seul centre à faire ce retour, et du coup elle m'a juste dit d'attendre parce qu'il travaillait sur une nouvelle version de Bamara, mais qu'à l'heure actuelle il pouvait rien faire. Donc au début notre équipe était super motivée, et maintenant on va passer plus de 40 minutes pour ajouter une activité. Ça démotive un peu l'équipe. Voilà. Mais vous confirmez que sur les nouvelles fiches, ça prend quelques secondes. C'est que les patients qui sont suivis depuis des dizaines d'années, et du coup ils ont beaucoup d'archives en fait. Juste une remarque aussi, c'est pas encore tout à fait bien au top à Bamara, parce que nous, donc Wilson, on était à la Riboisière, on est parti donc à l'hôpital Fondation Rothschild, et toutes les données, parce que 2019 on avait vraiment bien joué le jeu de mettre toute notre activité, et en fait notre activité n'a pas été basculée parce que nous avons changé d'hôpital, et on nous a répondu que comme on a changé d'hôpital, il fallait recommencer à zéro. Donc j'ai bien eu un tableur Excel avec le nombre de patients bien mis, mais tout est à remettre dedans. Donc là, pour le moment, je fais une petite pause. J'attends que tout soit opérationnel. Et ça c'est quelque chose qu'il faut confirmer. Et en fait, il faut qu'on reprenne tous les patients, toutes les fiches depuis le début. Et ça, ce sera... Donc, et tout ça, parce que c'est pas indexé en fonction du centre de référence coordonnateur, voilà, c'est indexé en fonction de l'hôpital. Nous, bien sûr, on est parti à changer d'hôpital. Ils refusent de le corriger pour une raison assez obscure, c'est-à-dire qu'ils considèrent que même si vous avez un patient qui déménage, que vous avez tout bien fait à Marseille, que vous avez mis 1 jour et demi pour mettre une consultation en attendant que ça a marché, s'il part à Paris la semaine d'après, ils sont obligés de tout reprendre. Les dossiers sont pas transférables pour une raison absolument inexplicable. Par exemple, Robert Debré, ça a été remonté plusieurs fois de manière assez dynamique, parce que c'est quand même un peu surprenant qu'ils aient choisi cette architecture, mais il reste dessus. Merci infiniment pour ces beaux projets, et on pense à l'appel d'offres 2020. Merci infiniment.